Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va faire un peu d'histoire, d'accord. وكما يقول كما قال الهواري بن الرحمة نكلموا التاريخ الحقيقي et non pas l'histoire falsifiée. Donc aujourd'hui on va parler d'un bout d'histoire نتاع l'Algérie combattante. Donc وهذا peut-être الناس مازال ما يعرفوش, ça c'est Nadir Bouzar. On va parler de ce combattant Nadir Bouzar. C'est l'Algérien qui a aidé le Maroc à se libérer. Donc comme on voit ici l'Odyssée de Dina, commémoré pour la première fois au Maroc, Nadir Bouzar, l'Algérien qui aida le Maroc à se libérer. D'accord. Donc aujourd'hui on va نتكلموا على التاريخ باسكو هذا المراركه ما يحشموش, يبديو توجور بشويه ومن بعد ils vont un peu plus loin, c'est-à-dire ils poussent le bouchon qui m'égoule un peu trop loin. ملي عاوناكم ولينا ولا هما حرونا, داكور سي كي نو ليبيري, c'est-à-dire هما اللي دفعوا 1.5 مليون شاهد ماشي جزائري, سي دي ماروكان. شاك فوا دروك كي تهضر معهم يقول لك حنا اللي حررناكم. D'accord. Donc on va غادي نكلموا التاريخ. Cette fois-ci on va faire parler l'histoire, la vraie histoire, ماشي l'histoire falsifiée تاع المخزن. D'accord. هذا on va évoquer هذا Nadir Bouzar. هذا Nadir Bouzar, celui qui ne le connaît pas, c'est lui qui a créé l'armée de libération marocaine, Ferrir, d'accord. C'est un Algérien. C'est lui qui a ramené le premier bateau chargé d'armes de l'Égypte, avec ce qu'on appelle l'Odyssée, le bateau ou bien le yacht Dina, d'accord, avec à son bord Boumediene qui deviendra futur chef de la Wilaya 5, chef d'état-major, et puis après ministre de la Défense et président de la République algérienne. C'est lui qui l'a ramené de l'Égypte au sein de son bateau. Donc aujourd'hui on va évoquer Nadir Bouzar. Donc je vais faire de la vidéo, je vais répondre comme à chaque fois ils nous cassent les pieds les Marocains, chaque fois j'en ai marre et ils nous cassent les pieds. يقول لك حنا حررناكم, حنا كذا شيء, حنا وزالي هذاك عاوناكم ولينا حررناكم. D'accord. Au début on vous a aidé, maintenant on vous a libéré. D'accord. Au moins ils nous ont libérés. Donc je voulais faire Hadar pour répondre à Hadar. C'est plutôt l'inverse. C'est les Algériens qui ont libéré le Maroc et non pas le Hadar. Donc je vous demande de suivre parce que je demande aux Algériens, même pour les Marocains, la réalité, d'accord. Je demande aux Algériens de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a des choses très intéressantes à savoir. Parce que quelqu'un qui ignore l'histoire terre, c'est-à-dire les autres nations, d'accord. Donc je vous demande, pour connaître la vraie histoire, avec des témoignages et des preuves, ماشي بالهضره, parce que غير بالهضره ما يقول لك الجزائر تاعنا الصحراء تاعنا etc. mais n'apporte jamais de preuves. Donc je vous demande de regarder, de même d'enregistrer, d'accord. parce que الخطره الجايه يقول لك مروكي باللي حررناكم ضربه بها للفم, d'accord. Donc je vous demande de l'enregistrer et de l'avoir même en partie. Mais il faut la regarder, mais je ne sais pas combien ça va prendre la vidéo. Moi j'aime pas faire des vidéos trop longues, mais par des fois on n'a pas le choix, d'accord, parce que les gens qui regardent la durée, ils ne veulent pas regarder la vidéo malgré que c'est intéressant. Donc je vous demande, même si la vidéo va être un peu longue, je ne sais pas quoi, parce que je suis au début, je ne sais pas comment je vais les sujets, est-ce que les textes à lire sont longs, la cour, etc., etc. Donc je vous demande de la regarder, d'accord. Vous le répondez, vous avez les éléments pour répondre aux Marocains. Et les Marocains, je leur demande de regarder jusqu'à la fin pour connaître la vérité, la vraie histoire. D'accord, des témoignages, etc., des universitaires, etc. Autre chose peut-être, parce qu'il y a beaucoup de lectures, parce que c'est des textes, c'est des preuves, etc. Peut-être que des gens ils vont trouver ça, la lecture c'est un peu ennuyeuse, donc on n'a pas le choix. Donc si vous voulez connaître la vérité, vous êtes obligé de suivre la vidéo, de la regarder, même comme si vous n'êtes pas obligé de la regarder dessin trait, mais vous pouvez la regarder en plusieurs tranches, d'accord.
bon, je ne vais pas vous passer tous les témoignages qui existent sur Nadir Bouzar et sur les combattants algériens qui ont aidé le Maroc, parce que ça va prendre une vidéo peut-être de 3 heures à 4 heures. Donc je vais essayer de me limiter, c'est-à-dire à contre-cœur, parce qu'il y a des choses que je dois enlever qui sont intéressantes, mais pour ne pas trop allonger la vidéo. D'accord. Donc je vous demande de m'excuser si la vidéo, peut-être vous la retrouvez un peu ennuyeuse. Donc avant d'aller un peu plus loin dans l'histoire de Nadir Bouzar, juste je dois faire passer la petite séquence de vidéo que tout le monde a vue, l'interview ou l'interview de l'ancien premier ministre Hadi El-Bakkouch de Tunis. D'accord. le témoignage تاعو يقول لك بلي اندلاع الثوره الجزائريه كانت اسباب من حفظ استقلال المغرب وتونس. C'est-à-dire que le Maroc et la Tunisie ont eu leur indépendance grâce à la révolution algérienne. Bon, هذا c'est pas un journaliste ou un historien ou c'est quelqu'un qui a été témoin, qui a participé aux négociations تاع استقلال تاع تونس, où il était présent le moment de la signature l'Élysée, au palais de l'Élysée, il était présent de la signature de l'acte d'indépendance de la Tunisie. Donc il était avec Bourguiba dans le parti de Bourguiba, l'Union des Historiens. D'accord, c'est pas n'importe qui. D'accord, il a été un artisan et un témoin de l'indépendance de la Tunisie dans les années 50. C'est-à-dire, il sait ce qu'il dit. D'accord, c'est pas des paroles en l'air. D'accord, c'est pas un historien ou un journaliste. D'accord. Donc elle a la même chose. وزير تونسي استقلال تونس والمغرب جاء بكذا الثوره الجزائريه المجيده. D'accord. Donc je veux leur passer la petite séquence pour rafraîchir la mémoire des Marocains que l'indépendance تاعهم ils l'ont eu grâce à l'Algérie. Et encore أكثر من تونس, il y a encore des Algériens qui ont participé à l'indépendance puisqu'ils vont créer l'armée de libération marocaine. C'est Nadir Bouzar qui va créer cette armée, d'accord, où ils vont ouvrir une école de guerre à Tétouan pour apprendre les Marocains l'art de la guerre et la guérilla, d'accord. Donc ils doivent le mettre, ils doivent les mettre dans la mémoire des Marocains, parce que ما يبغيوش يفهموا عاوناكم ولا حرونا, هما qui ont fait la guerre, d'accord, c'est eux qui ont fait la guerre à notre place. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الهادي البكوش رئيس الوزراء التونسي الأسبق. سي الهادي مرحبا بك. احنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الاستقلال. رئيس الحكومة التونسي طه بن عمار ومعاه محمد المسمودي أمضوا على وثيقة الاستقلال. في الحقيقة كمناظرين الاستقلال الداخلي كنا نعملوا ليه؟ يعني الحكم الذاتي، يعني الحكم الذاتي. الاستقلال التام جاء في وقت قصير، أقل من عام بعد الاستقلال الداخلي، بينما اتفاقيات الاستقلال الداخلي تقول وأن الأمن والقضاء ما يرجع للتونسيين إلى بعد 10 أو 20 سنة. نعم، فيه تسريع في التاريخ. ما واش السبب هو النضال فقط والمقاومة. النضال والمقاومة أدوا الاستقلال الداخلي، أما بعد كان ممكن نبقى في الاستقلال الداخلي سنوات. ما الذي سرع وتيرة الاستقلال التام؟ الذي سرع هو أن في أول نوفمبر 55 اندلعت الثورة الجزائرية، وكانت ثورة عارمة وقوية، وكان الفرنسيين يخشوا أن تتحالف قوى المقاومة التونسية وقوى المقاومة المغربية مع القوى المقاومة، ويصعب على فرنسا مجابهة الثوار في كامل شمال أفريقيا.
يعني لاجتناب. هنا الثورة الجزائرية لها فضل على حصول تونس على الاستقلال التام طبعا. في وقت قياسي وسريع. بالطبع كان فضل كبير. هي اللي قعدت الجزائر في تونس في غادي ماو آلاف الآلاف، سواء جند أو لاجئين. الأسلحة بكل أنواعها تأتي برعاية تونسية، يعملوا التدريب، حكومتهم في تونس. كان فضل كبير، ولكن فضل الجزائر كان كذلك كبير، خاصة بالنسبة للمغرب. لما احنا خذينا الاستقلال الداخلي كان الفكرة عند الفرنسيين أن يبقيوا على بن عافا، وكان فكرة تخفيف على محمد الخامس. نعم. وأرجعوه لفرنسا على أساس يتخلى نهائيا عن الحكم ويعيش عيش هناء في فرنسا. ولكن وقعت عملية في أكتوبر 55، وفي تلك العملية التحم جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي وخافوا الفرنساويين. ما كان يرفضونه للمغرب الاستقلال الذاتي، الحكم الذاتي قليل منه. لما التحم الجيشان الفرنسيين وافقوا على الاستقلال في المغرب، وافقوا على الاستقلال في المغرب، وافقوا على الاستقلال في المغرب، وبالتالي تونس كانت أسبق، وافقوا على. Donc je dois mentionner que ce n'est pas uniquement le Maroc et la Tunisie qui ont eu l'indépendance grâce à l'Algérie. Il y a 14 pays en Afrique qui ont eu l'indépendance grâce à la révolution algérienne. Et 40 dans le monde grâce à la révolution algérienne ou la révolution vietnamienne. D'accord, qui ont libéré une quarantaine de pays du colonialisme. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur indépendance après 54. D'accord, mais ils ne l'ont pas eu avant 54. Ils l'ont eu après 54 parce que grâce à la révolution algérienne et la révolution vietnamienne. Donc, revenons maintenant à Nadir Bouzar. Donc, je vais vous lire un petit peu l'extrait de cet article. Donc, 60 ans après le débarquement à Nador du bateau Dina, le gouvernement marocain se souvient de cette page glorieuse des relations algéro-marocaines durant la guerre d'Algérie et rend hommage à l'Algérien Nadir Bouzar, chef de mission de Supéry qui aida le Maroc à se libérer du colonialisme français. C'est bien écrit noir sur blanc. D'accord, on va lire un petit peu plus bas. Nadir Bouzar, l'Algérien qui aida le Maroc à se libérer. Un hommage appuyé a été rendu par les autorités marocaines à Nadir Bouzar, chef de mission de Supéry, qui constituait un haut fait d'armes de la résistance maghrébine. Donc on a accompagné de 16 étudiants algériens dont le feu Houari Boumdine. Nadir Bouzar raconte cette épopée dans une biographie intitulée L'Odyssée de Dina du Caire à Nador. D'accord, il a écrit plusieurs livres avant sa mort. Bien sûr, il a écrit c'est-à-dire les mémoires terres dans 2 ou 3 livres. D'accord. Donc je continue. Donc il prendra rapidement la tête de l'armée de libération marocaine ALM de la zone nord du pays à l'indépendance du Maroc. Il remettra le commandement de l'armée de libération marocaine à Abdelkrim Al-Khattib, un autre Algérien, marocain d'origine algérienne, le responsable politique de cette même armée et également algérien d'origine. D'accord, c'est clair et net. D'accord, donc qui était à la tête de l'armée de libération, l'ALM marocaine, mais chez l'ALM algérienne, parce qu'il y avait l'ALM marocaine, il y avait l'ALM algérienne, armée de libération nationale à l'Algérie. Donc c'est lui qui a pris les commandements de l'ALM, l'armée de libération marocaine, à l'indépendance. Il a remis le commandement à Abdelkrim Al-Khattib, c'est un Marocain d'origine algérienne. Donc je vous présente ainsi des livres qu'il a écrits. Nadir Bouzar dit le nom de guerre Abdelkader, l'armée de libération nationale marocaine, 1955-1956, retour sans visa, journal d'un résistant maghrébin. Et voici la photo de l'armée de libération marocaine. Donc vous voyez bien, le bouquin, il se vend à 19 €, l'armée de libération nationale marocaine, retour sans visa d'un journaliste marocain, Nadir Bouzar. Donc je voulais un petit peu
à propos de l'auteur. Biographie de Nadir Bozar. Nadir Bozar, 1917-1975, après des études supérieures, combattit dans les rangs de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, au fonctionnaire du protectorat au Maroc, qui fut rapidement révolté par les méfaits et humiliations du système colonial. En 1953, il gagna le Caire et s'engagea dans la lutte pour l'indépendance des pays du Maghreb. Il fut désigné par Ahmed Ben Bella pour être responsable du premier transport d'armes à destination des résistants marocains et algériens. Il fonda, Sma'a al-Marrouki, Sma'a bien Haloudnik, il fonda à Tétouan, au Maroc, l'école de formation des cadres de l'armée de libération nationale marocaine et fut le principal responsable sur le terrain de la lutte armée. D'accord, il était lui le responsable de la lutte armée sur le terrain. ما فيها لا محمد ساي الملك والثورة je ne sais pas que هذاك pour cacher toute l'histoire. Supervisé par le docteur Abdelkrim Khatib, puis il occupa d'imminentes fonctions au Maroc, notamment il fut nommé le 18 juillet 1962 par feu Roi Hassan II, secrétaire général de l'Office national des anciens combattants. Donc en 1962, il a été nommé par Hassan II, d'accord, comme le responsable de l'organisation des anciens combattants. Pourquoi Hassan II a le notre Marocain? Parce que c'est lui qui a créé l'armée. D'accord? Donc l'honneur revient à lui de présider l'organisation des anciens combattants. Notamment, il fut nommé le 18 juillet 1902 par le roi Hassan II, secrétaire général de l'Office national des anciens combattants. Il revint ensuite en Algérie où il embrassa la carrière diplomatique, ministre plénipotentiaire jusqu'à sa mort en août 1975. Tel est brièvement retracé l'itinéraire plus commun de cet intellectuel intègre. D'accord, c'est un Algérien qui a créé l'armée de libération et c'est lui qui était sur le terrain pour faire خاطر هذاك الحسن المخربي هذاك الكذاب جايب لنا حال هذاك داروا اتونتا هنا وداروا اتونتا مي كي في لاتونتا ما تهضروش ما تقولش شكون كي في غير هنا داروا اتونتا باش توري زعما لي ماروكان اون كومباتو و سي eux qui ont libéré le Maroc. Non monsieur, les Algériens qui étaient derrière tout ça. D'accord, بصح ما تهضروهاش تخبيوها. Ça vous falsifiez l'histoire. Vous ne dites pas la vraie histoire. Mais nous, nous la vraie histoire. D'accord? Noir sur blanc. Le Hassan II, il le nomme le secrétaire général de l'Office national des anciens combattants. D'accord? Ça, c'est pas des mensonges ou du blabla qui mène tout le monde. Ça, c'est la réalité. D'accord? On va continuer à éplucher la vie de Hamid Nadir Bozar. Donc voici un autre témoignage qui ont voulu à Nadir Bozar dans le site marocain Zaman MA, d'accord, Zaman.ma, d'accord, qui ont voulu Nadir Bozar alias Abdelkader est un résistant d'une autre trempe, franco-algérien de naissance et fonctionnaire sous le protectorat et soutiendra la résistance armée avant de se retrouver otage de son engagement pour l'indépendance du Maroc et de l'Algérie, sur un site marocain. Qui se rappelle aujourd'hui de Nadir Bozar, cet Algérien intrépide qui a pris fait et cause pour l'indépendance du Maroc en démissionnant avec fracas de l'administration française du protectorat. Pratiquement personne, d'accord, personne, parce que on cache la vérité, d'accord. Et c'est un site marocain qui essaie d'évoquer tant soit peu la vie de l'Algérien Hamid plutôt Nadir Bozar qu'on voit là ici sur la photo et avec l'armée de libération marocaine, d'accord. Donc il dit pratiquement personne. Quand en octobre en 2013 les autorités marocaines rendirent hommage à cet Algérien en commémorant donc les autorités, c'est-à-dire les autorités marocaines, c'est-à-dire les autorités marocaines, ils ont rendu hommage. C'est pas pour rien, on rend hommage à un Algérien au Maroc, il faut vraiment qu'il soit quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Donc en octobre 2013, les autorités marocaines ont rendu cet hommage à cet Algérien commémorant 60 ans plus tard l'Odyssée de Dina, du nom de ce yacht égyptien apprêté par les services secrets égyptiens pour acheminer des armes pour la libération nationale algérienne, l'ALN, et l'armée de libération marocaine, ALN. L'homme qui aurait pu le mieux parler de lui, Abdelkrim Khatib, était mort depuis 5 ans.
la commémoration qui a eu lieu à Rasselma, dans la province de Nador, lieu où Dina débarqua sa cargaison en présence de la famille de Bouza. Les autorités marocaines et les représentants algériens furent mécaniquement reprises par quelques médias marocains et algériens qui, au-delà de l'hommage pour lui rendre cet illustre inconnu, n'en savaient en fait rien du personnage. D'accord? Parce qu'on ne veut pas enseigner la vraie histoire. On essaye de falsifier l'histoire au Maroc. D'accord? Mais vous, je veux laisser les Algériens qui nous ont libérés. Le Malik wa Thawra. Le Malik wa Thawra, qu'est-ce qu'il a fait? Le Malik, rien du tout. Si ce n'était pas les armes des Algériens au Kouchi qui ont obligé la France à donner l'indépendance au Maroc ou la Tunisie et à ramener Mohamed V. D'accord? Ma tahatch nisma. Alors je m'attends avant 54. Quand est-ce que vous avez eu l'indépendance? C'est en 1956. Seulement vous avez en 1950 que vous avez eu l'indépendance. Pourquoi vous n'avez pas eu l'indépendance avant 54? Parce que la révolution algérienne et les Algériens ont libéré le Maroc. Britoua ou la Kratou, ça c'est l'histoire. Voici un autre témoignage sur le site toujours marocain, media24.com. D'accord? On lit le Maroc-Algérie, l'Odyssée de Dina commémorée pour la première fois. D'accord? Donc, après 60 ans après le débarquement à Nador du bateau Dina, le Maroc rend hommage à cette page glorieuse des relations maroco-algériennes. Une stèle a été inaugurée vendredi 4 octobre dans les environs de Nador. Donc, l'inauguration du stèle commémorative a eu lieu le vendredi 4 octobre 2013 sur le lieu de cet événement historique, survenu le 22 mars 1900 à Rasselma, dans les environs de Nador, présidé par le commissaire aux résistants marocains, en présence de représentants de la révolution algérienne. Cette cérémonie nous rappelle amèrement que les relations entre nos deux pays n'ont pas toujours été belliqueuses. Une cargaison d'armes pour les résistants, chargée de 21 tonnes d'armes. Ce bateau devait servir à armer la résistance marocaine, mais surtout algérienne, un tiers, deux tiers. Donc à chaque fois que les Algériens ramenaient les bateaux, il y a eu plusieurs bateaux, ou que les Marocains, j'ai vu même des Marocains, des opposants marocains à l'étranger, ils ne se boivent le Maroc. Même à Dina, ils disent que c'est un bateau, les Marocains ont ramené. Ce n'est pas les Marocains, c'est les Algériens. C'est seuls les Algériens qui étaient capables de faire une révolution. Et là, je m'adresse à la diaspora. Les Algériens, le tourisme. Les Algériens, le phosphate. Les Algériens, ont le miracle. Français de Oukouha, l'ONU, les armes. On a même monté des ateliers de fabrication d'armes au Maroc sans que les Marocains s'en aperçoivent, ni la France. D'accord? Je vais vous montrer que les Algériens ont monté plusieurs usines d'armement au Maroc sans que les Marocains se rendent compte. D'accord? Puis ils n'ont jamais eu connaissance de ces ateliers jusqu'à l'indépendance. D'accord? Donc, c'était toujours les Algériens, ils donnaient un tiers pour les Marocains et deux tiers pour les Algériens. Chaque bateau qui ramenait, qui débarque au Maroc, donc on donnait un tiers pour la résistance marocaine. Parce que c'est grâce aux Algériens qui a ramené les armes et ont construit même, ils ont des usines à l'intérieur du Maroc. Donc la cargaison du Dina aura grandement contribué à faire basculer le rapport de force en faveur des résistants algériens au détriment des militaires français, mais aussi au Maroc. Un bel exemple significatif de la coopération qui unissait nos deux pays, car le Dina avait été apprêté à partir du cœur par le Maroc. C'est pas vrai, c'est par les Algériens. Non, pas du tout. C'est Ben Bella, c'était le yacht, il a été volé, le yacht avec la reine de Jordanie. Dina, c'est un yacht de la reine de Jordanie qui n'a pas été apprêté, il a été volé. Il appartient à la reine de la Jordanie. Il a été volé par les Algériens, d'accord, Ben Bella, et il a chargé Nadir, il a désigné Nadir Bouza de convoyer les armes
avec lui à l'intérieur, Boumediene, etc. Il était accompagné de 16 étudiants algériens dans Houari Boumediene, qui deviendra ultérieurement l'un des plus fervents adversaires du Maroc. Nadir Bouzar raconte cette épopée dans une biographie intitulée L'Odyssée de Dina, du Caire à Nador. D'accord? Ce n'est pas, c'est le bateau, l'histoire elle est connue, il y a un documentaire, etc. avec les témoignages, qui ont participé avec le vol dans le bateau. Donc les Marocains toujours, ils essayent de falsifier l'histoire. Donc un autre témoignage, à l'indépendance, partant du fait qu'il connaissait les terrains et les adversaires à combattre, mieux que quiconque, il prendra rapidement la tête de l'armée de libération marocaine, l'ALM, dans la zone nord du pays. À l'indépendance du Maroc, c'est lui qui remettra le commandement de l'ALM au docteur Abdelkrim Khatib, responsable politique de cette même armée, également d'origine algérienne. Décédé en 1975, Nadir Bouzar sera dignement représenté en Nador pour son épouse et ses enfants qui recevront une médaille d'honneur à titre posthume. Le Maroc, on a remis à sa femme une médaille d'honneur à titre posthume. D'accord? Donc, Nadir Bouzar, c'est un Algérien parce que les Marocains, à chaque fois, ils disent qu'il il devient un illustre, etc. personnage, il dit que Marocain ou d'origine marocaine. Donc, il y a la biographie un petit peu d'Ao. Donc, je lis après l'indépendance et il occupe de hautes fonctions, notamment celle de secrétaire général du ministère du Tourisme en Algérie, le ministère du Tourisme. Donc, c'est pas un Marocain, on ne donne pas un secrétariat à ministère du Tourisme à un Marocain. Puis le directeur général du ministère des Affaires étrangères, où il élabore d'importants documents de référence comme le manuel de la réglementation de la gestion consulaire algérienne et le manuel de la réglementation de la gestion des services de protocole du ministère des Affaires étrangères. Il est aussi l'un des premiers acteurs dans l'organisation de la première conférence des pays non alignés qui s'est tenue en 1914 à Alger. Tel a été le parcours d'un des pionniers de la révolution algérienne et maghrébine dont l'Algérie est fière. D'accord? C'est Nadir Bouzar. D'accord? Mais je suis c'est un Marocain. Non, c'est un Algérien. D'accord? Qui a combattu pour le Maroc, qui a créé l'armée de libération marocaine, ou qui l'a doté des armes, ou qui a créé une école des cadres pour enseigner le combat, au Maoul Arbi Ben Mehdi, etc. Je vais chercher, essayer de trouver l'école, en quelle année il a été créé, si je peux trouver des traces, parce que c'est généralement les traces, on essaye de les occulter. D'accord? Les Algériens n'ont rien fait au Maroc. Parce que tout le monde, ça y est, vous essayez de le falsifier, tout. Vous suivez l'histoire contemporaine et ancienne. Donc, on va trouver un autre témoignage dans ce document à propos des guerres de libération en Afrique du Nord et l'armée de libération du Maghreb, 54-59, une génération de lignes et 3 projets, Hassan Ramboui. Donc, à la page, je crois, à la page 13, plutôt c'est la page 11, donc un autre centre d'instruction existait à Jnan Rohni, dans la région de Tétouan. Il était dirigé par un ancien fonctionnaire de contrôle civil, puis officier dans l'armée française lorsqu'il éclate la Seconde Guerre mondiale, Nadir Bouzar Abdelkader, qui sera désigné comme commandant de l'armée de libération pour la zone Nord Atlas. C'est lui, par ailleurs, qui, après avoir pris contact avec Abdullah Haddaoui, le Mahjoub et ses compagnons, ralliera les combattants affiliés au Croissant Noir à l'armée de libération, laquelle, dès sa fondation en 1955, marquera sa rupture avec l'Istiqbal pour se placer avec le docteur Khatib sous l'autorité du roi Mohamed V. Alors en exil, Khatib et Bouzar, comme certainement d'autres combattants de l'ALN, avaient des relations particulières avec l'Algérie, puisque tous les deux étaient des fils d'Algériens. Khatib ayant même, ce qui était courant à l'époque, fait des études à l'université d'Alger. Nadir Bouzar, par ailleurs réfugié au Caire depuis 1953, semble avoir été le véritable responsable de l'expédition du navire Dina, qui partit d'Alexandrie, déchargeant en mars 1955 une cargaison d'armement dans la région de Nador, ainsi que 7 étudiants destinés à rejoindre le maquis algérien, Mohamed Boukharbouba, notamment le futur colonel Boumediene.
Donc, aussi à la page 17, il y a un autre témoignage que les Marocains ne parlent jamais, c'est les règlements de compte bien l'armée de libération Nadir Bouza ou l'armée Al-Fassi l'Istiqbal. Donc ce dernier pays connaîtra d'ailleurs, donc il parle du Maroc, dès l'approche et au début de l'indépendance, une série de règlements de compte et attentats mettant aux prises les groupes armés de l'Istiqlal, Al-Munaddama Syria et les combattants de l'armée de libération et leurs alliés, dont les dirigeants comme Abbas Al-Msaadi et Abdullah Haddawi sont assassinés par l'armée de l'Istiqbal, Al-Fassi. Ils sont assassinés alors que d'autres sont blessés ou échappent à des attentats, comme ce fut le cas pour Nadir Bouza lui-même. Donc ils l'ont voulu assassiner avec l'Istiqbal Hizb al-Fassi. D'accord, c'est des traîtres qui ont voulu assassiner. Ils ont assassiné déjà avec Abbas ou Abdullah Haddawi. Donc ce dernier est d'ailleurs obligé, Nadir Bouza, ce dernier est d'ailleurs obligé de se réfugier durant une courte période en Égypte. Donc Nadir Bouza va aller se cacher en Égypte avant de revenir au Maroc pour y être arrêté et assigné à résidence durant quelques années dans le sud du pays, puis de se retirer en Algérie à partir de 1963. Donc vous voyez bien que il y avait si vous voulez combattre pour l'indépendance du Maghreb, وكاين وحدين اللي كانوا يكومباتيو c'est-à-dire en quelque sorte حركه يعني تاع الفاسي. Ils assassinaient les membres de l'armée de libération du Maroc, d'ailleurs qui sera à l'indépendance reconnue comme la seule organisation de libération par le roi du Maroc, Hassan. D'accord, donc c'est ce qu'on peut appeler des harkis. D'accord, avec l'Istiqbal al-Fassi, le Grand Maroc. Donc toujours dans le même témoignage, dans la même page. Donc si vous voulez, l'auteur il dit que nous assistons en fait à une bataille autour du pouvoir dans les deux pays ayant accédé à l'indépendance dès 1956, c'est-à-dire Tunis ou le Maroc. Au bas de l'Algérie connaîtra la même situation. Donc c'est toujours la même situation, la lutte pour le pouvoir, où tout se passe comme le faisait remarquer René Galissot, comme si elle opposait trois postulants: le palais, le sultan ou le bey, d'accord, le sultan le Maroc et le bey le Tunis, d'accord, des forces politiques aspirant au monopartisme, Istiqbal et New Dustur, c'est-à-dire Al-Fassi ou Bourguiba, New Dustur. Et enfin, les armées de libération, d'accord. Donc il y avait une lutte entre les partis, l'Istiqbal New Dustur, les armées de libération, soit au Maroc, soit à Tunis, d'accord. C'est la même chose qui va se passer après l'indépendance en ce qui concerne l'Algérie. Donc voilà encore un témoignage, une preuve que l'armée de libération de Nadir Bouza, qui a, si vous voulez, appuyé c'est-à-dire le roi, d'accord. C'est lui qui a apporté assistance au roi. Donc le palais qui s'était d'abord appuyé sur l'armée de libération et d'autres mouvements de résistance, et après avoir assimilé des composants dans les forces armées royales ou dans l'administration, et ce sera vrai pour l'Istiqbal aussi, il sera avec le soutien traditionnel du Makhzen, et on sait de quelle manière neutraliser les récalcitrants et contrôler seuls les rênes du pouvoir. Est-ce que le même scénario de lutte pour le pouvoir s'était découlé en Algérie avec l'indépendance en 1902, mais avec cette fois-ci le triomphe de l'armée de libération? D'accord. Donc c'est la même chose qui s'est passé au Maroc, en Tunisie, va se passer en Algérie. Un autre témoignage à la page 21 de ce document, c'est un témoignage en ce qui concerne la participation ou bien l'aide des Algériens qui ont apporté au Maroc. Donc les contacts humains de deux côtés de cette frontière étaient ancestraux, suffisamment déjà pour que des Algériens, en fait des Algéro-Marocains et Maghrébins de cœur, ont eu à s'impliquer avec les Marocains, donc c'est des Algériens, à la fois dans les événements des années 1920 et des années 1950. D'accord. Donc il y a toujours des Algériens qui ont
participé aux événements les années 1920 ou 1950. On va citer par exemple deux exemples. Donc, on a dit que lors des événements des années 1920-1950. Donc, Moustapha Abou Abdallah et Mohamed Khattab, par exemple, nés tous deux en Algérie en 1904, l'un de près de Ghazawat, l'autre à Mila, et qui observent la guerre du Rif. Le premier à partir des frontières algériennes, le second du Maroc, même où ils finissent par se retrouver tous les deux très riches propriétaires fonciers. Donc, les deux Algériens ils vont être des riches propriétés, ils vont posséder des terres au Maroc. Ils vont financer la guerre, c'est-à-dire les mouvements de libération de Maroc ou d'Algérie. Donc la suite avec le déclenchement, des guerres de libération, ils sont parmi les principaux pourvoyeurs en fonds et en moyens logistiques de l'armée de libération des deux pays, notamment pour les bases installées dans le Rif et le Maroc oriental. D'accord. Donc c'est les Algériens qui en participent. Donc est-ce que les Marocains ou les Algériens qui ont les Marocains pour avoir l'indépendance. Donc il y a des documents, il y a des témoignages, monsieur Bilkideb. Donc d'accord, c'est avec les preuves. Donc toujours pour la liste des gens des Algériens qui ont aidé le Maroc, l'auteur dit que la liste pourrait être allongée. Donc il y avait beaucoup d'Algériens qui ont participé pour la libération du Maroc, soit par l'argent, soit par l'action. Mais deux autres cas, au moins, sont incontournables. Et dont il a été déjà question, puisqu'il s'agit du docteur Abdelkrim Khatib et de Nadir Bouzar, de père algérien, le premier né à Jedida en 1921, qui sera responsable politique de l'armée. Donc il sera le responsable politique de l'armée de libération du Maroc pour le Khatib, et le second arabe en 1917 qui sera le principal dirigeant militaire avec Messaadi Abbas. Donc il sera le principal, c'est-à-dire chef de l'armée de libération avec un autre Marocain qui s'appelle l'Abbas, qui a été assassiné par, avant, il a été assassiné par comment dirais-je, l'armée, le parti d'Istiqbal à l'El-Fassi. Donc un autre témoignage, je ne peux pas vous lire tout parce que c'est trop long, donc l'on peut avancer avec certitude que ce fut là un tournant décisif dans la cour de la lutte armée contre le colonialisme français. Les combats furent très durs dans toute leur année, quadrillés par l'armée française et les colons français. Et au nord du Maroc, c'est-à-dire dans la partie du Rif, au Winkan Nadir Bouzar, les combats furent si meurtriers que la zone où ici de relève fut appelée le triangle de la mort par les médias français. Nadir Bouzar, plus précis encore, sur cet aspect maghrébin de l'entreprise, ajoute dans l'avant-propos de l'Odyssée du Dina, je dis bien le Maghreb, car cette action nous a profité autant à l'Algérie qu'au Maroc. Il faut insister sur ce fait. 7 Algériens, un Yougoslave, un Soudanais et moi-même, nous sommes associés dans ce drame et c'est pénible à la perspective de 10% de chance de succès pour que le Maroc reçoive ses premières armes et que plusieurs régions algériennes créent ou développent leurs unités de l'armée de libération nationale. Quoi qu'il en soit, on fut des résultats concrets sur le terrain. Les promoteurs de cette première opération commune de ravitaillement en armes et de munitions du Maroc et de l'Algérie ont pu, grâce à Dina, ouvrir le front oranais et en même temps lancer des opérations militaires au Rif d'abord, puis peu à peu dans le moyen atlas du royaume chérifien. Donc c'est grâce aux armes qu'a porté Nadir Bouzar ou la création de l'armée Ali que le combat, la lutte armée s'est développée au Maroc, et uniquement dans la partie où il y avait le Nadir Bouzar, c'est-à-dire les Algériens, ni le sud ni rien du tout, d'accord, ni l'ouest ni rien du tout. C'est bien écrit là. Cette opération de Dina a contribué également, et on l'a déjà évoqué, à accélérer le retour des sultans exilés, d'accord. Donc cette opération de Dina, c'est-à-dire le bateau qui venait avec les armes que Nadir Bouzar a amené d'Égypte, avec les armes, cette opération Dina a contribué également, on l'a déjà évoqué, à accélérer le retour de sultans exilés. Donc grâce à Nadir Bouzar et ses camarades que la France a consenti à faire revenir Mohamed V. La restauration de l'indépendance du royaume chérifien et l'abrogation du traité de protectorat, ce sont là des faits indéniables. On ne peut pas les démentir.
Donc voilà la suite, c'est écrit en rouge. Par ailleurs, la création de l'armée de libération marocaine à la fin de 1955, sous l'égide du docteur Abdelkrim Khattab et de Nadir Bouzar, fut sans aucun doute une autre entreprise maghrébine, conçue et réalisée avec le concours de l'émir Abdelkrim, de Bembella et des services de Fathiddin. Les opérations menées par les groupes de l'ALM, l'armée de libération marocaine, dans le nord-est du royaume chérifien, eurent des conséquences certaines sur le plan interne marocain. D'accord? Donc c'est écrit, d'ailleurs, la page s'écrit en rouge, que grâce à l'action de l'armée de libération marocaine qui a été créée et armée par Nadir Bouzar, que le Maroc a eu son indépendance et que le roi de la France a fait revenir le roi Mohamed V pour donner l'indépendance au Maroc, et non pas l'inverse. D'accord? Donc ça c'est des preuves, c'est l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Vous essayez de l'occulter, de la cacher, mais il y a toujours Internet pour prouver que c'est les Algériens qui ont aidé les Marocains et non pas l'inverse. Donc je vais vous montrer une autre preuve de la création de l'armée de libération marocaine, c'est l'œuvre de Nadir Bouzar. Donc c'est un document, c'est une thèse de doctorat, ماشي un article d'un journal ou à l'université de la Sorbonne de Paris, donc de l'armée coloniale à l'armée nationale en Mauritanie. La thèse, c'est-à-dire, elle parle plus de l'indépendance de la Mauritanie. Mais lorsqu'on parle de l'indépendance de la Mauritanie ou là du Sénégal ou là de la Côte d'Ivoire, on est obligé de parler de la guerre d'Algérie, parce que les indépendances, c'est la conséquence. Donc il fait une thèse, il est obligé d'évoquer le climat. D'accord, qui sévissait le climat, donc automatiquement il parle de la guerre du Vietnam ou la guerre d'Algérie. Donc avec le document, on va à la page 117 de document. Pardon, avant d'aller à la page 117, je vous montre c'est un document, voilà, c'est l'université, la thèse, d'accord, un doctorat. Panthéon la Sorbonne, Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, c'est un français, les français, UFR d'histoire, Institut des études du monde africain, thèse de doctorat et d'histoire contemporaine, Camille Evra, d'accord, de l'armée coloniale à l'armée nationale en Mauritanie, d'accord, sous la direction des professeurs Pierre Vermeren et Tony Schaffer. Donc on ne va pas dire que c'est des documents algériens, etc., d'accord. Ça c'est des documents français, d'accord. L'université de Paris, c'est le doctorat d'histoire, un journal ou un article, je ne sais pas, un témoignage, etc. Donc ça c'est du sérieux, c'est de l'universitaire et c'est du scientifique. Donc plutôt à la page 113. Donc d'accord. Donc j'agrandis un petit peu le document pour voir. Voilà, l'ALM, c'est-à-dire l'armée de libération marocaine, est créée par Nadir Bouzar et Abdelkrim Khattab. D'accord, c'est écrit donc noir sur blanc, fait de la thèse, d'accord, en bas de la page 113. D'accord, donc l'armée de libération marocaine est créée par Nadir Bouzar et Abdelkrim Khattab. D'accord, donc il n'y a pas de doute, voilà une preuve. Mais des Français, les Algériens, ou un article de presse, ou là, je ne sais pas, un témoignage, etc. C'est une thèse de doctorat qui a été tenue à la Sorbonne. D'accord. Donc voici un autre témoignage, Nadir Bouzar, le combattant du Maghreb. D'accord. Donc on va le paragraphe. Cette expédition, il parle de le bateau Dina, qu'il a ramené de l'Égypte. Cette expédition réussit malgré de nombreux risques en mer et l'espionnage des services de renseignement occidentaux auquel il avait miraculeusement échappé a permis de fournir les premières armes aux maquisards maghrébins. Il créa et également dirigea en 1955 l'école des cadres de l'armée de libération nationale maghrébine, c'est-à-dire au Maroc, et devint le commandant en chef de la lutte armée dans le rite de l'Atlas au Maroc. D'accord. Donc c'est bien écrit, il devint le commandant en chef de la lutte armée dans le rite de l'Atlas au Maroc. C'était celui, le chef qui Mangoulougia pour la Ho Chi Minh ou la Che Guevara, d'accord, il était devenu le chef
le commandant en chef de la lutte armée dans le rythme de la classe au Maroc. C'est bien écrit, noir sur blanc. Nadir Bouzar était un intellectuel remarquable et profondément engagé, etc. etc. Donc voici un autre témoignage d'un Marocain, d'un résistant marocain qui était dans l'armée de libération. Il est devenu colonel, les forces armées royales. Toute la vérité sur une période sombre. Ouvrage Mémoire d'un résistant de Mohamed Al-Ansari, Abdelrahim Orderi, historien, publié dans l'Opinion, le journal marocain, le 4-1-2014. Donc la publication en tome 1 des mémoires d'un grand résistant casablancais, Mohamed Ansari, a eu un succès sans pareil dans les milieux attenant à la résistance marocaine de 1953 à 1956 contre le protectorat français. Donc on peut lire un peu plus bas le témoignage du combattant marocain Ansari. C'est un vrai roman policier que raconte Ansari, qui s'en met là avec d'autres réfugiés marocains pour s'organiser dans une pseudo-armée de libération formée par un ex-capitaine maghrébin de l'armée française nommé Nadir Bouzar. Il faudra lire comment Ansari décrit cette nouvelle formation libératrice, c'est-à-dire il parle de l'armée de libération marocaine, imbue d'une morale et d'une discipline sans exemple. Les étudiants apprennent tous les jours le cours de guérilla enseigné à la façon d'un Mehdi Ibn Toumert, tombeur de la dynastie almoravide, par ce Nadir Bouzar, débarquant franchement d'Égypte et plein de plans pour chasser les Français du Maroc qui lui avaient tourné la tête et abusé de sa confiance depuis son très jeune âge. C'est écrit noir sur blanc par un Marocain. D'accord? Il voulait que par ce Nadir Bouzar, débarquant fraîchement d'Égypte et plein de plans pour chasser les Français du Maroc qui lui avaient tourné la tête et abusé de sa confiance depuis son très jeune âge. D'accord? Donc هذه pour نبلعوا الفم نتاع المراركه اللي يقولوا les Marocains حنا اللي عاوناكم pour se libérer ولاو قال لك حنا اللي حررنا ماشي غير عاوناكم دروك يقول لك حنا اللي حررناكم alors que c'est l'inverse حنا اللي حررناكم ماشي نتوما. Vous avez eu votre indépendance grâce à la guerre d'Algérie. En plus, c'est les Algériens qui ont entrepris une guerre de libération au Maroc. Les attentats qui ont forcé les Français à refaire revenir Mohamed V et donner l'indépendance au Maroc grâce aux Algériens. C'est des témoignages des Marocains, un Algérien. Donc, il continuera son combat au lendemain de l'indépendance avec les tribus, etc. Et en 1960, il intégra, on parle de l'Ansari, le témoignage, où il cite, il intégra définitivement l'armée royale pour achever sa carrière comme colonel au service du pays. C'est pour le lecteur de ce livre un beau parcours d'un combattant qui arrive presque au sommet de sa carrière. Et il mérite bien sa retraite dans la sérénité et la stabilité du régime monarchique. D'accord? Donc, Hada, c'est le témoignage d'un combattant marocain qui a terminé sa carrière au grade de colonel. D'accord? Donc, il y en a, on ne peut pas le démentir. C'est quelqu'un qui était lui-même témoin. Monsieur Hkaoulou. On ne lui a pas raconté. C'est lui qui raconte. Parce qu'il était dans cette armée de libération que Nadir Bouzar a créée. Donc, je vois d'ici les Marocains, المغاربه يقول لك ما احنا عاوناكم بالسلاح etc. باش نبلعوا لهم كاع اللي ما كاين زعما نبلعوا لهم هم نون جامي عاونونا حتى برصاصه. احنا اللي عاوناهم. داكور كنا كان كيما وريتكم دينا كنا كيما نادير بوزار lorsqu'il ramène un bateau نعطيهم un tiers ou 2 tiers pour les combattants algériens. D'accord? Et même avec les bateaux les canaux mais قدامش فرنسا parce que beaucoup de bateaux ont été arraisonnés par la France, c'est-à-dire ils ont été pris, ils avaient les renseignements, l'espionnage, etc., remplis d'armes qu'ils allaient au Maroc ou en Tunisie, etc. La France les a arraisonnés en pleine mer. Il y avait 2 ou 3 bateaux qui ont été arraisonnés par les Français. Donc l'armement du FLN. Bon, on ne va pas parler, bon, si vous voulez, pour ne pas prolonger trop la vidéo, d'accord? Bon, on va
juste un peu lire que, bon, encore faut-il que le chargement puisse être utilisé dans les conditions de secret suffisantes pour échapper à la détection des services de renseignement français, afin que le navire marchand ait une chance raisonnable de traverser sans encombre le réseau des patrouilleurs maritimes françaises, à l'approche de la côte méditerranéenne ou atlantique. Les saisies opérées par la marine, c'est-à-dire la marine française, montrent l'ordre du grandeur du trafic organisé par le FLN à bord de l'Athos, a résonné le 16 octobre 1956. Ce bateau qui transportait des armes pour le FLN qui allait le Maroc, il a été c'est-à-dire saisi par la France en pleine mer, a résonné le 16 octobre 3000 armes embarquées à Alexandrie à bord de Slovenitia, a résonné le 19 janvier 1958. Il y avait un autre bateau qui a été arraisonné, fait 6000 armes et 2 millions de coups, fournis par le gouvernement tchèque et embarqués dans un port yougoslave. Le tout momentanément adressé au FLN. Mais faute à la marine de pouvoir contrôler toutes les cargos à destination de l'Afrique du Nord, ce qui multiplie les complications internationales, des petits envois et même quelques changements importants, chargements importants, arrivèrent à bon port, dans une proportion approchant peut-être la moitié du trafic maritime total du franc. Là où je voulais en venir, donc il y avait des bateaux chargés d'armes que les FLN de gauche à droite, soit les achètent, soit les pays armés les fournissent. Lorsqu'ils arrivent au Maroc, qu'est-ce qu'il arrive avec eux? Il est confisqué par les Marocains. Le matériel, une fois parvenu au Maroc, les FLN n'eut pas toujours pour autant l'entière disposition. Bien que sa complicité fut par principe acquise au franc algérien, l'État indépendant du Maroc, comme dans un autre style la Tunisie, écoutait naturellement ses propres intérêts d'abord. Il lui convenait de faire sentir à ses protégés algériens qu'il était seul maître chez lui. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire n'importe quoi chez moi. La prudence lui dictait une coopération assez directe et progressive pour éviter toute mesure de rétorsion de la part de la France. Enfin, il ne le repugnait pas de tirer profit pour lui-même de l'assistance accordée. Les autorités chérifiennes qui encourageaient publiquement la révolte algérienne, publiquement, c'est-à-dire qui toujours la façade, c'est des hypocrites, admirent donc sans peine l'arrivage secret des cargaisons d'armes dans leur port, mais elles en prirent habituellement livraison elles-mêmes, quitte à les restituer ultérieurement au FLN, en tout ou le plus souvent en partie seulement, c'est-à-dire que les Marocains et les Tunisiens ou même les Égyptiens, lorsqu'un bateau chargé d'armes arrive pour le FLN, qu'il a procuré, ben, les Marocains, ils vont se servir, d'accord? Le miskin, c'est-à-dire يطلب وكما يقولوا المسكين يطلب والمرتود صدق c'est-à-dire au lieu باش هما يعاونونا ولينا حنا يديونا لي زارم تاعنا، d'accord؟ يمدونا une partie ولي زوتر بارتي يديهم الارمين تاعهم، c'est-à-dire باش يعاونوا الواحد اللي كيما دروك الفلسطينيين ولا البوليزاريو اللي كافح يولي يدي لك السلاح، داكور؟ باش ما يجيوش يقولوا لنا كنا نعاونوكم وتيتيرا. C'est écrit noir sur blanc, d'accord? Vous faites une petite recherche sur internet, vous allez trouver que les Marocains se servaient. D'accord? On va continuer. Et une fois par tranche successive, c'est-à-dire ils vont leur donner la peine par petites tranches. اليوم sans armes, maintenant la 3 mois, la 6 mois, il y a 100 autres, etc. D'accord? Par tranche successive suivant l'opportunité. Ainsi, du chargement du cargo yougoslave Sibridja, 7 tonnes d'armes et 60 tonnes de munitions expédiées de Yougoslavie, faussement manifestées à destination de l'Arabie Saoudite, donc pour les FLN, pour cacher la Yougoslavie, pour cacher la destination du bateau qui allait vers le Maroc, on a mis une fausse destination pour l'Arabie Saoudite, pour endormir les services secrets français qui étaient actifs en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne pour débusquer les armes. Donc, est débarqué à Casablanca le 7 août 1950 pour le compte du FLN, saisi à l'arrivée par ordre du gouvernement marocain, après intervention de l'ambassade de France. La France c'est un bateau qui ramenait des armes, donc ils ont respecté. Donc le gouvernement marocain il a saisi le bateau. Cet armement fut livré en partie à l'Alain quelques mois plus tard, non sans un marchandage probable. C'est-à-dire il paraît que le FLN il a rouspété, il a menacé le Maroc de nous rendre les armes, sinon pas de hukoum. D'accord? Donc le Maroc il a eu peur
Donc, tandis qu'une autre partie bénéficie à l'armée de libération marocaine. Donc, une partie de par exemple, le bateau qui venait de la Yougoslavie. D'accord. L'armement finalement réceptionné par l'ANO au Maroc peut se concentrer dans les camps groupés autour du 3 centres Nador, hors de portée, et toute inquisition de la part des Français, ou Oujda, chef de la Provence orientale, et Bouarfa, Figuiv dans le sud-est. D'accord. Donc vous voyez bien, c'est un témoignage. انت باللي باش ما يقولوش كنا نعاونوكم بلي زارم ولا حنا كنا نعاونوكم حنا اللي ما كنا ماشي دوله اون اورغانيزاسيون دي كومباتون تديونا لهذا سي لا ميم شوز سا سرا بون l'indépendance on a récupéré les armes qui étaient stockées en Maroc ou en Tunisie ou en Libye. Par contre les canons de l'Égypte n'a pas voulu les restituer d'être jusqu'à maintenant. D'accord. D'abord pour les rapatrier, l'armée égyptienne elle a confisqué les armes les combattants خلصوهم لفعلا بدراهم par des fois الشعب كان يكوتيزي الشعب الجزائري كان يكوتيزي ولا كانوا اللي يصدقوا علينا لي بي عرب ولا لي بي كومونيست qui soutenaient l'Algérie et on a acheté les armes. Les armes ils ont été pris par l'Égypte. Les Marocains, etc., les Tunisiens, qui se servaient pour le passage les armes تاعنا ويقول لك كنا نعاونوكم باش كنتوا تعاونوا حنا كنا نعاونوكم السلاح تاعنا ديتوه. C'est la même chose pour la Tunisie. La même chose. Je ne veux pas lire le paragraphe de la Tunisie pour ne pas allonger trop la vidéo. Donc, d'accord. Donc, et encore pour enfoncer un peu plus le clou, parce que les armes, etc. Le FLN, il achetait des armes ou il recevait des armes des pays arabes, les pays communistes, où il achetait les armes avec elle. En plus, il a monté des usines au Maroc, des usines secrètes au Maroc pour la fabrication des armes. Donc, sur le site marocain tel que MA, marocain, histoire l'usine d'armes marocaine des trotskistes algériens. C'est un épisode méconnu de l'histoire de l'indépendance algérienne, du mouvement révolutionnaire de la période post-indépendance du Maroc. Et pourtant, l'histoire ne manque pas de piquant. Au début des années 1960, des militants trotskistes qui fait tourner une usine secrète d'armes au Maroc pour le compte du FLN algérien. Donc il a monté, je vous il a monté 6 usines secrètes au Maroc. Voilà par exemple un autre témoignage, Maroc, les incroyables fabriques d'armes invisibles du FLN algérien. Maintenant je vais vous lire un petit peu, d'accord. Donc le mystère Sola même en Belgique, FLN égale fin. Vouloir fabriquer 10 000 mitraillettes est une chose, encore faut-il décider d'un modèle qui soit facile à fabriquer et s'en procurer les plans de construction. Le FLN utilisera les réseaux de sa fédération de France pour se procurer ce fameux plan sans lequel rien ne paraît possible. La mitrailleuse en question est une Sola Super 9 mm produite entre 1952 et 1957 au Luxembourg uniquement. Il se trouve que le FN Herstal, près de Liège, Belgique, est la maison mère de l'usine Sola. Malgré l'arrêt de sa production, la Sola Super 9 mm est aussitôt fabriquée de plus belle au Maroc par le FLN dès 1958. À ce jour, nul ne connaît l'identité du mystérieux intermédiaire ayant permis une telle fuite d'ingénierie armurière, ni même le scénario de cet espionnage industriel. Voici la mitraillette. Sola 54 le MAT 49 français également était fabriqué sur place. D'accord, même le MAT de l'armée française a été là. Recrutement d'étrangers idéalistes anti-ukrainiens. Pour diriger tous les volontaires vers le Maroc, le FLN doit notamment les exfiltrer en Allemagne via la Belgique. Ceci nécessitait l'impression de faux papiers, l'identité et la collaboration d'un réseau de passeurs de frontières. La majeure partie des militants recrutés sont des jeunes travailleurs immigrés en France et ils possèdent de bonnes connaissances dans les métiers nécessaires à la fabrication d'armes. Ils ont entre 18 ans et 20 ans et ils sont en âge de prester leur service militaire, mais refusant l'idée de servir dans l'armée française, ils cherchent à rejoindre les maquis de la par tous les moyens. C'est aussi grâce au réseau militant trotskiste que les ateliers de fabrication d'armes ont vu le jour au Maroc. Ces militants viennent de France, de Grande-Bretagne, de Grèce, des Pays-Bas, d'Allemagne et même d'Argentine, un véritable melting pot anticolonialiste. Ils rejoignent leurs frères algériens
de l'armée des frontières stationnés au Maroc. Ils seront environ 300 hommes, Algériens et étrangers, à travailler au Maroc, volontaires enfermés dans des fermes usines clandestines. Ceci jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. D'accord, ça c'est pour les usines qui ont été montées, 6 usines qui ont été montées au Maroc avec une discrétion, c'est-à-dire secrètement, même les Marocains ni les Français n'ont eu connaissance de ces usines. D'accord, jusqu'à l'indépendance. Donc toujours dans le même site, les 6 ateliers clandestins de fabrication d'armes au Maroc. Localisation jamais dans l'arrière-pays, toujours à proximité des côtes et des axes de communication, à la côte pour l'époque. Fabrication de grenades à Tétouan, 20 km au sud de septembre 1958. Bombes, grenades et torpilles à Souk l'Arba'a, entre Rabat et Tanger, 1958. Bombes, grenades et armes blanches à Bouznika, entre Rabat et Casa en 1959. Mortier de 45 d'explosifs à Skhirat, entre Rabat et Casablanca en 1960. Mortier de 45, 60, 80 à Mohammedia entre Rabat et Casablanca en 1960. Mitraillette Sola à Tamara, sud-ouest de Rabat en 1960. Le site de Bouznika a été fermé à l'Arab suite à une trahison au sein du FNM. Le seul site qui a été découvert en quelque sorte, c'est à Bouznika. Mais il a été fermé avant qu'il y découvre. D'accord? Donc, les ateliers, les usines qui ont été montés au Maroc. Donc, c'est pas la peine de dire que le Maroc a on n'avait pas besoin. D'accord? Les FNM, les Algériens, c'est des génies. D'accord? هذا باش نقولها هذاك الدياسبورا صهيوني وهذاك اللي قال كل حاجه يقول لك ما يقدوش لي زالجيريان لي زونغري ما يقدوش لي زالجيريان ما يقدوش لي زالجيريان هبلوا فرنسا que ce soit pour la diplomatie, soit pour les armes, soit pour la guerre, ou ce qu'on lui aussi l'international, qui a eu les Oscars. Vous allez rester 10 ans, vous n'aurez jamais l'Oscar américain dans les films, ni le Palme d'Or, parce qu'on a l'Oscar américain, la Palme d'Or française, dans les films qui se passent à Cannes, d'accord? Jamais vous l'aurez. On l'a eu avec le film L'Akhdar Hamina, Chronique des années de Brest. L'Oscar américain avec le film Z. Le Lion d'or de Venise, on l'a eu avec La Bataille d'Alger, qui est considéré comme parmi les 50 meilleurs films de tous les temps dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma mondial. D'accord? Bien, c'est parmi les 50 meilleurs films de tous les temps de l'histoire du cinéma. D'accord? Les Algériens, اللي حررناكم يجي لهم يحلفوا ما يقدوش لي زونغري ما يقدولوش كما كان عندنا دوله on a monté des usines de fabrication des armes. Il fallait trouver les plans, etc. pour fabriquer les armes ou le fer pour le fondre, etc. ou les usines, etc. Tout ça secrètement pour le Maroc, ils n'ont jamais. Il y a un seul atelier qui a été non pas découvert, c'est-à-dire que la FLN, il a eu que la mèche a été vendue. Il l'a fermé avant que. D'accord? Donc, les Algériens, il est doux. D'accord? Donc, conditions de vie. Faire fonctionner clandestinement 6 fabriques d'armes sans effeuiller le moindre soupçon est un exploit organisationnel et logistique qui ne peut être reposé que sur une discipline de fer. Aucun de ces ateliers ne peut être repéré par l'armée ou les agents de renseignement français. On achemine des tours, des fraiseuses et un ingénieur trouve un moyen habile de détourner de l'électricité pour éviter d'éveiller le soupçon sur une consommation élevée. Pour des raisons de sécurité, les ouvriers de Tamara ne voient jamais le soleil. Toutes les fenêtres sont colmatées afin d'étouffer le bruit des machines. L'usine tourne 24 sur 24 et est maquillée en usine de confiture. Les techniciens n'ont pas l'autorisation de sortir qu'à la nuit tombée pour prendre de l'air sur la terrasse. Aucune sortie de l'enceinte clandestine n'est tolérée. L'usine de Tamara tourne en grande partie grâce à Dimitri Liviaratos, trotskiste grec. Liviaratos parle d'ouvriers soldats et des paysans algériens au caractère révolutionnaire. Polis, réservés à leur sujet, il dit quoi qu'ils lettrés, ils portaient en eux une véritable noblesse. Il y a Hassan Maghribi ou diaspora, d'accord? Quoi qu'il lettrés, ils portaient en eux une véritable noblesse. Mais tout n'est pas rose.
les chefs d'usine s'arrachent les cheveux du fait de la paresse d'un certain nombre d'ouvriers passant leur temps à fumer du hash ou à consommer du tabac pour proximé des explosifs. D'autres problèmes surgissent quant à l'organisation de la vie dans l'usine clandestine, mode collectiviste, gestion américaine, méthode autoritaire, etc. etc. Bon, on ne peut pas lire tout mais seulement jouer un avant-goût des les usines qui ont été montées au Maroc. Que sont-ils devenus? Après l'indépendance de 1900, les machines de l'usine sont démontées, transportées en pièces, détachées vers Oujda ou le port de Casablanca pour rejoindre l'Algérie dite libérée. Les ouvriers et soldats militants ne seront pas épargnés par les difficultés, connaîtront diverses fortunes selon qu'ils sont algériens au monde de la 4e internationale. Après la libération du président Ben Bella, 63-65, écoute attentivement le projet de Pablo relatif à l'autogestion et Alger sur le même rapport des militants d'extrême gauche qui disent convaincus que la révolution algérienne verrait l'avènement de leurs idéaux. Donc je vous montre d'autres articles sans les lire. Donc Wikipédia, atelier d'armement de la LN au Maroc. Donc clan d'Oujda, la même chose sur Wikipédia, atelier d'armement au Maroc contrôlé par les hommes du clan d'Oujda. D'accord. Le ravitaillement de l'armement durant la révolution évoqué au forum de Moujahid, le fer de lance du combat libérateur. D'accord. Guerre de libération, le Moujahid Mohamed Boudaoud livre son témoignage dans les armes de la liberté. D'accord. Il a été responsable au Maroc des usines, les ateliers. D'accord. Et on lit ici sur des forums l'usine secrète de la fabrication d'armes algérienne au Maroc. D'accord. Et on a déjà évoqué quelques-uns. Je crois qu'il y a même sur la liste, voilà, le type d'armes fabriquées dans les ateliers, Tétouan en 1900, la fabrication de grenades, etc., sur l'herba, etc. Les usines secrètes de fabrication d'armes algériennes au Maroc. J'ai enregistré un documentaire sur cette usine d'Irfalen au Maroc. Je ne sais pas si c'est le même. Et il faut environ 55 minutes. Malheureusement, je ne suis pas équipé en logiciel de montage vidéo pour sélectionner uniquement cette partie sur un fichier de 2h30. D'accord. Il y a même un documentaire sur les usines secrètes de fabrication d'armes algériennes au Maroc. هذا باش نبلغ لكم نتاع لي ماروكان باش ما يجيش يقول لك عاوناكم باش عاونتونا. حتى لي زارم تاعنا حنا كنا نخدموهم، سواء نشريوهم سواء ندبروهم سواء نخدموهم. داكور باش ما تجيش تقول لي يا المروك الخامس تقول لي كنا نعاونكم. دونك بور كونكلور ما تجيوش تقولوا لنا حنا اللي حررنا، انتوما اللي حررتونا، حنا اللي حررناكم. داكور. حنا كنا ندبروا ميم لي زارم نعطيهم لكم. داكور. وسينو حنا اللي درنا لكم لارمي دو ليبراسيون وحنا اون لي ايكيبي ميم لي زارم باسكو نتوما vous êtes incapable même de se procurer les armes pour combattre. نتوما ولا n'importe quel pays. C'est uniquement le génie algérien qui est capable. Donc je vous demande d'enregistrer هذه la vidéo باش الخطره الجايه واحد يحل فم المراك يقول لك احنا حررناكم، ضربه بلا فيديو هذه ضربه للفم.